Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé Magafrique sur Ifriqiya FM présenté par Samar Hamadi. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement important, la journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée récemment à travers le continent. Cette journée met en lumière un héritage ancestral qui occupe toujours une place centrale dans la vie de millions d'Africains entre pratiques locales, reconnaissance scientifique et enjeux de santé publique. Pour en parler, nous recevons le docteur Ilyas Khamouk, infectiologue, que vous connaissez bien sur ces ondes. Avec lui, nous allons explorer les forces, les défis et l'avenir de la médecine traditionnelle en Afrique. Docteur, bonjour. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Comment va la santé, docteur? Moi, je vais bien. Ça va, merci. Et toi? Docteur, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce que représente la journée africaine de la médecine traditionnelle et pourquoi elle est célébrée chaque année? En fait, c'est une journée africaine qui est célébrée, je pense, le 31 août de chaque année, qui fête un peu ces traditions ancestrales de médecine traditionnelle en Afrique. C'est pour ça que c'est une journée africaine. Il faut rappeler que cet héritage n'est pas simplement médical, c'est un héritage qui est spirituel, un art de vivre, mais aussi médical. On parle de médecine traditionnelle, comme on parle aussi de médecine alternative. C'est ça. Ou médecine parallèle, où il y en a qui appellent ça la pseudo-médecine. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est pas uniquement africain. La médecine traditionnelle, elle est amérindienne, elle est chinoise, asiatique, surtout asiatique, voilà. Oui, surtout chinoise. Elle est même européenne. C'est ce qu'on appelle les produits des grands-mères ou les astuces de grand-mère. C'est ça, et nous allons y etc. revenir sur cette appellation justement, docteur. Voilà. Et sinon, quelle est selon vous la place réelle de la médecine traditionnelle dans le quotidien des Africains aujourd'hui? Alors, ce qui est particulier pour toutes ces médecines traditionnelles mondiales, c'est que en Afrique, elle est toujours le premier héritage médical actuellement, même en 2025. Il s'agit d'un pilier important de la prise en charge des patients en Afrique. Et il faut rappeler que c'est un système de soins de santé qui est profondément enraciné dans les cultures et les croyances du continent, que ce soit le Nord-Afrique, mais c'est surtout en Afrique subsaharienne. Elle repose sur l'utilisation des plantes médicinales. Ça c'est connu, c'est ce qu'on appelle l'herboristerie. Mais aussi des pratiques spirituelles, des savoirs ancestraux, transmis souvent, dans la majorité des cas, oralement. Et en 2025, ce système joue un rôle crucial pour de millions de personnes, donc surtout en Afrique subsaharienne, où l'accès à la médecine moderne reste quand même limité pour beaucoup de régions. D'accord. Et nous allons revenir maintenant sur cette petite appellation recette ou astuce de grand-mère. Vous savez, beaucoup de nos auditeurs associent justement médecine traditionnelle à recette de grand-mère. Est-ce que c'est réducteur, docteur, ou est-ce qu'il y a une vérité derrière cette, on va dire, perception? Non, il faut dire que cette appellation est vraiment réducteur, hein, est vraiment réductrice. Réductrice. Parce que les recettes de grand-mère sont surtout faites pour les petits maux, pour les petits problèmes de santé. Donc, une grippe, une petite constipation, une petite diarrhée, un petit tout, etc. Alors que la médecine traditionnelle, qu'elle soit asiatique, chinoise, européenne, amérindienne ou africaine, s'attaque à tous les problèmes de santé. En Afrique du Sud, par exemple, on s'attaque même à des maladies graves comme l'infection VIH-Sida ou le cancer. Donc, c'est tout un art de guérir de toutes les pathologies possibles, bien sûr, dans la limite des moyens. Mais il faut dire que les dernières évaluations de l'Organisation mondiale de la santé parlent que 70 à 80% des Africains, surtout à l'Afrique subsaharienne, ont recours à la médecine traditionnelle pour leurs besoins de santé primaire. D'accord. C'est 70 à 80% des cas. Même dans les pays africains les plus développés, je parle de l'Afrique subsaharienne, pour les petits problèmes de santé, on va en premier au guérisseur ou au médecin traditionnel ou à l'herboriste. On va pas au centre de santé. Donc ça reste quand même en Afrique
très très important et c'est réducteur de parler de recettes de grand-mère comme on en parle en Europe où c'est réservé pour les petits problèmes de santé. D'accord. Maintenant, nous allons parler de l'importance culturelle et historique. La médecine traditionnelle est souvent décrite comme un patrimoine culturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi elle est si liée à justement l'identité africaine? Vous venez de dire qu'on la retrouve un peu partout dans le monde, mais quand on y parle, on en parle plutôt, on a souvent cette idée de la lier ou la relier à l'identité africaine. Pourquoi? C'est très important. Les médecins, qu'on appelle les praticiens de la médecine traditionnelle, qu'on appelle les tradipraticiens. D'accord. Sont des personnes, généralement, c'est des familles de praticiens qui relaient ces connaissances par des générations. C'est-à-dire, ces praticiens, en général, leurs ancêtres sont praticiens, donc ils sont un peu respectés dans les communautés africaines, les tribus africaines, parce que c'est une lignée de praticiens. La particularité, c'est pas une particularité africaine, parce que même en région amérindienne, ça existe, mais le côté médical et le côté spirituel sont fortement liés en Afrique. D'accord. Certains disent que la médecine traditionnelle est l'hôpital du pauvre. Est-ce vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? Je pense que c'est aussi réducteur. C'est un peu réducteur parce que le citoyen africain, il va chez le tradipraticien. Ça peut être parce qu'il est loin des centres de santé, le côté manque de transport, le côté payant, parce que la médecine moderne, elle a besoin de radiologie, d'échographie, de scanners, etc. Ça peut être très cher. Beaucoup de moyens. Voilà, donc il peut aller vers les tradipraticiens par manque de moyens ou par manque de centres de santé à proximité. Mais ça peut être aussi un peu le côté rassurant, le côté de proximité. Il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, il y a plus de praticiens que de médecins par population. D'accord. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, au Kenya, il y a un médecin pour 7000 patients. Il y a un tradipraticien pour 900 patients. Quand même. Au Malawi, il y a un médecin pour 50 000 patients. Il y a un praticien pour 138 patients. Là, on comprend que le plus grand nombre, il va vers le tradipraticien. Voilà, c'est parce qu'on a toujours un tradipraticien qui est à côté de chez nous, dans la même tribu, dans la même ville, dans la même région. C'est ça. La particularité aussi, c'est que le tradipraticien ne demande pas de moyens importants. Souvent, il est rémunéré. Avant, il était rémunéré par de la récolte, donc du blé, du coq, du millet, etc. Actuellement, dans les zones urbaines, il demande de l'argent. Ça reste beaucoup moins cher qu'un hôpital, un centre de santé. Mais il y a aussi le côté foi. Il y a beaucoup de personnes et on le connaît chez nous en médecine moderne, le côté psychologue, le côté rassurant, parfois ils le trouvent dans le côté traditionnel parce que souvent il y a aussi le côté spirituel. Donc parfois c'est nature. C'est réducteur de dire on va chez le tradipraticien parce qu'on n'a pas d'argent. Parfois parce que c'est la culture. C'est la culture de la région. Justement, il y en a ceux qui pensent que, vous savez docteur, parce que dans certains pays africains, plus de 80% de la population consulte d'abord un tradipraticien. Et on a ceux parmi eux, nos auditeurs carrément plutôt, qui se demandent qu'est-ce que cela dit sur l'accessibilité des systèmes de santé. Alors, moi je connais la médecine traditionnelle chinoise et on devrait prendre des leçons de traditionnelle chinoise parce que c'est l'une des plus anciennes dans le monde. Mais qui est toujours d'actualité en 2025, mais avec des règles. La médecine traditionnelle chinoise, elle est intégrée dans le système santé chinois. Il y a des centres médicaux de médecine traditionnelle chinoise, avec parfois des moyens modernes. On peut faire un diagnostic avec un scanner, mais le traitement, il est fait par côté traditionnel. D'accord. Chose qu'on ne voit pas en Afrique. En Afrique, la médecine traditionnelle, elle est uniquement traditionnelle. Que ce soit le diagnostic, que ce soit le traitement. C'est vrai que c'est un savoir qui est multimillénaire, qui a été transmis, mais parfois, tu sais que dans la
oral, il peut y avoir des erreurs et on risque d'avoir des effets secondaires en particulier des plantes médicinales. D'accord. Chose qu'on voit pas en médecine traditionnelle chinoise ou dans les centres de santé traditionnels. Il y a un pharmacien qui, même en donnant des herbes médicinales, il va les donner avec des dosages. 1 gramme, 2 grammes, 5 grammes, 10 grammes, etc. Alors qu'en Afrique, on a tendance un peu à donner par poignée, à donner par cuillère, etc. Alors que c'est pas très précis. Donc le défi maintenant, c'est pas de renier cette médecine traditionnelle africaine, parce que ça fait partie de l'héritage africain ancestral, mais surtout de l'intégrer, de la reconnaître dans la médecine. Et l'OMS a élaboré des stratégies régionales pour promouvoir le rôle dans les systèmes de santé. Donc il faudrait l'intégrer et l'encadrer sur le plan légal pour pour protéger surtout le patient. Et là, ce que vous dites, docteur, me fait croire que la médecine traditionnelle et la médecine moderne peuvent vraiment travailler main dans la main. Ou bien est-ce qu'il y a toujours une méfiance réciproque? Alors, en Europe, la médecine traditionnelle européenne a été complètement écartée. En Chine, pour moi, c'est l'exemple le plus important, parce que pour être un véritable médecin traditionnel, il faut passer des diplômes. Il faut maîtriser des disciplines, il faut passer des diplômes. On travaille dans des centres de santé qui sont bien gérés. Et on travaille main dans la main avec eux, ce qu'ils appellent la médecine occidentale. Mais le plus juste, c'est de parler de médecine moderne. Donc, je t'ai dit, on peut, par exemple... Alors, je rappelle juste, parce que moi, j'ai visité la Chine, donc on nous a un peu briefé sur la médecine traditionnelle chinoise. Pour être vraiment un docteur en médecine traditionnelle, il faut maîtriser l'acupuncture, les herbes médicinales, le massage, la diététique. Donc, c'est pas rien, hein. Faut avoir un grand bagage. Oui, c'est scientifique. Traditionnel, ça veut pas dire c'est pas scientifique. Oui, c'est sûr. Ça peut être scientifique. C'est sûr. Encadré, comment on appelle ça, protégé, parce que ça reste quand même un héritage. L'exemple aussi, c'est le prix Nobel de la médecine qu'a obtenu la Chine en 2005. Et ça, c'est un élément qui est important pour nous en Afrique. C'est le traitement du paludisme. Alors, le traitement du paludisme, qu'a élaboré une dame chinoise qui s'appelle To Youyou, professeur To Youyou, qui est une fierté en Chine, qui a eu le prix Nobel en 2005 de médecine parce qu'elle a élaboré les dérivés de l'artémisinine. Ce sont les médicaments les plus récents du paludisme. Ce sont des médicaments qui sont plus efficaces, qui ont moins d'effets secondaires. Et ces dérivés de l'artémisinine sont dérivés justement d'une plante médicinale chinoise, c'est l'armoise, qui était utilisée depuis des milliers d'années. Donc, vous voyez, il y a eu une collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, et on a pu fabriquer un médicament à partir d'une herbe connue chinoise qui traite efficacement, et c'est le premier traitement actuel dans le monde pour le paludisme. Donc, c'est le meilleur exemple d'une collaboration médecine traditionnelle et médecine moderne. Très bien, c'est vrai. Mais il y a l'OMS également qui encourage l'intégration de la médecine traditionnelle dans les politiques nationales, y compris cette journée le 31 août qui est célébrée carrément vu son importance. Maintenant, sur le plan scientifique, quels sont les risques principaux, si on peut parler quand même des risques, parce qu'il y a des risques partout, des risques principaux liés à l'automédication par les plantes médicinales? Ça, on le fait tous, hein. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des plantes qui sont totalement efficaces, mais aussi sans effet secondaire. Tout le monde connaît, par exemple, l'écorce de grenade, ce qui est douleur digestive, la verveine, la camomille, la menthe, l'armoise en ce qui concerne les douleurs digestives. Nous, on connaît ça dans le désert algérien et dans le Grand Sahara. On appelle en arabe shih. Donc c'est l'armoise, c'est très efficace pour tout ce qui est douleur abdominale, côlon, etc. Mais il faut juste rappeler que c'est pas ça la médecine traditionnelle et les plantes médicinales. Je te donne un exemple. En Côte d'Ivoire, près de 1500 espèces d'herbes sont identifiées dans ce pays pour le traitement. Vous imaginez 1500. On peut jamais être au courant des effets secondaires des 1500 plantes, comment les utiliser, etc. C'est très vaste. Moi, en tant que médecin spécialiste, je connais peut-être une dizaine d'herbes ou de plantes que j'utilise de manière traditionnelle. Mais vous imaginez 1500,
Et parfois, il y a des plantes qui sont pas supportées parce qu'ils amènent une allergie, qui sont pas supportées chez le bébé, C'est ça. qui sont pas supportées chez la femme enceinte. Donc il y a un problème, c'est que il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de collaboration avec la médecine moderne. C'est vrai. Je peux prendre une herbe, une plante qui est connue depuis l'Antiquité, mais des effets secondaires si on la mélange avec un médicament. Mais pourtant, docteur, quand on cherche à comprendre, on trouve que on a basé la production des médicaments, elle est basée sur ce savoir ancestral. Quand on parle de médicaments, quand on parle de gélules, quand on parle de tout cela, c'est toujours inspiré. Par exemple, pour dormir, il y a des médicaments qui sont à base de camomille, il y a des médicaments qui sont à base de plantes. Donc, c'est un savoir ancestral avant tout. Je pense qu'on est déjà inspiré par nos ancêtres. Oui, bien sûr. Le gingembre qui est utilisé dans le traitement des grippes, il y a c'est un exemple que la médecine traditionnelle travaille indirectement avec la médecine moderne. Le ginseng en Corée, par exemple, le gingembre, il y a plein de... Il y a l'écorce de quinquina, c'est le premier traitement du paludisme dans l'histoire. C'est les explorateurs espagnols qui ont remarqué que les Amérindiens utilisaient de l'écorce d'un arbre qu'on appelle le quinquina. Ils faisaient ça bouillir, ils prenaient ça et c'était efficace contre la fièvre. Voilà. Finalement, c'est le premier traitement contre le paludisme. Voilà. Et ça a fait déjà fabriquer le premier médicament que tout le monde connaît, qui est la quinine, qui est extraite de l'arbre de quinquina. Donc pratiquement tous les médicaments qu'on utilise sont exprimés de la nature. Mais il faut pas oublier qu'un médicament, c'est un grammage. C'est une production, c'est une formation du pharmacien, c'est une formation du clinicien, c'est encadré, c'est régulé, alors que la médecine traditionnelle en Afrique, elle n'est pas régulée, elle n'est pas encadrée et on n'est pas formé. Donc c'est ce qu'il faudrait faire pour perpétuer cet héritage. Justement, et quand on parle de paludisme, docteur, on parle beaucoup des vertus de l'artémisia contre justement le paludisme, mais aussi de la polémique autour de son usage. Quelle est votre position? Alors l'artémisia, c'est l'armoise d'Afrique. Elle est emblématique en Afrique australe. C'est un traitement traditionnel du paludisme, des fièvres et des infections respiratoires. Il y a des recherches modernes qui soulignent son potentiel contre le paludisme, mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé en Chine où il y a eu des études poussées, il y a eu implication de l'industrie pharmaceutique, où on a produit un médicament à partir de l'armoise chinoise, qui est un médicament efficace, qui n'a pas d'effet secondaire, qui est encadré. On sait, par exemple, pour les comprimés, l'artéméter lumefantrine, qu'on doit prendre 24 comprimés en 3 jours. D'accord. C'est réglé, le médecin le sait, le pharmacien le sait, contrairement à l'armoise africaine où il y en a qui te disent prends une poignée, il y en a qui te disent prends une poussée. Ça peut avoir des effets secondaires sur les femmes enceintes. On n'a pas fait d'études carrément. Vous savez, en Afrique subsaharienne, on peut mourir de la maladie comme on peut mourir du traitement à base de plantes. Et on pourra jamais le savoir parce qu'il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu d'examen, il n'y a pas eu de bilan. Donc il faudrait vraiment faire des études et collaborer avec la médecine moderne pour extraire le meilleur de la nature. De la nature. Peut-on dire que la médecine traditionnelle pourrait contribuer à la lutte contre les pandémies comme la Covid-19 ou Ebola, surtout quand on parle de l'Ebola? Il y a dernièrement, on a le 16e cas qui est recensé, donc il y a une recrudescence en RDC. Est-ce que la médecine traditionnelle pourrait contribuer à la lutte contre ces pandémies, docteur? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de plantes qui sont très efficaces contre les petits bobos. Donc la fièvre, la toux, une diarrhée, une constipation, etc. Et il faudrait laisser les médicaments pour des problèmes de santé un peu plus sérieux. Moi, je suis médecin, donc adepte de la médecine moderne. Mais si je ne veux pas utiliser de médicaments, je vais pas les utiliser. Docteur, rares sont les médecins comme vous, qui disent il faut pas utiliser des médicaments qu'en cas d'urgence. Vous savez, la majorité des médecins qui utilisent beaucoup de médicaments ne sont pas sûrs du diagnostic. Mais ça, c'est dangereux. S'il y a un malade qui vient avec
une diarrhée, des douleurs abdominales, une fièvre, je vais pas commencer à traiter la fièvre et les douleurs abdominales et la diarrhée. Je traite pas des symptômes, je traite une maladie. Oui, c'est ça. Docteur, si j'ai un jeune qui vient avec un syndrome grippal, qui n'a pas de maladie auparavant, qui est en bonne santé, je donne rien. Je donne rien. Tout simplement. Parfois la fièvre, c'est un mécanisme de défense. Voilà. Parfois les vomissements, c'est un mécanisme de défense. Parfois la diarrhée, c'est un mécanisme de défense. Le corps qui réagit. Donc, il faut respecter ça. Maintenant, si c'est un sujet âgé, une femme enceinte, il faut faire très attention, parce que parfois ça peut être gênant. Et puis, prendre une tisane avec du miel, avec du citron, même si ça va pas vous faire du bien, ça va jamais vous faire du mal. C'est ça. Docteur, voilà. Docteur, moi ce qui me vient en tête maintenant, vous savez, la médecine traditionnelle, c'est aussi un secteur économique. Maintenant, je pense qu'elle pourrait aussi devenir une véritable industrie pour l'Afrique, si elle est bien valorisée, évoluée, pourquoi pas. Oui, bien sûr, surtout qu'on a notre propre flore. Ouais, on a nos c'est propres plantes tout simplement. qui n'existent qu'en Afrique. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire qui utilise 1500 plantes, mais en réalité, l'OMS parle de 4000 plantes utilisées en Afrique pour des raisons médicales. Voilà. Alors, imaginez qu'on va trouver, comme a fait la Chine avec Madame Toyoyo et le traitement du palu, on va trouver, imaginons le traitement de tel cancer ou le traitement du VIH. Oui. Imaginons ce que va rapporter pour l'Afrique une telle découverte. Ça va être des milliards et des milliards de dollars. Tout simplement. Oui, donc il faudrait faire des recherches sur notre flore, sur nos richesses. Il faudrait que ce soit des recherches, l'idéal c'est recherches locales, là, c'est des entreprises. Et il faudrait également encadrer nos tradipraticiens afin d'éviter les dérives, tout en respectant leur savoir ancestral. Je pense que ça fait aussi partie. L'idéal, c'est de renforcer ces traditions orales par de l'écriture, par des livres. Voilà. Affiner un peu notre savoir, c'est-à-dire même si on utilise telle plante, il faudrait donner les bons dosages. Les bons dosages pour éviter des intoxications. Par exemple, l'armoise africaine, il faudrait, pourquoi pas, faire un livre sur l'armoise africaine et dire, dans telle maladie, on va donner 2 grammes par jour. Dans telle maladie, il faut donner 5 grammes par jour. Il faut adapter au poids. Un enfant, il faut donner une pincée, par exemple. Donc, on va conserver notre héritage, mais on va l'affiner, on va plus le rendre plus scientifique. Et bien sûr, investir pourquoi pas, trouver, comme l'ont fait les Asiatiques avec le ginseng, avec l'armoise asiatique et d'autres plantes, de trouver des plantes africaines et qu'on soit des références pour la prise en charge de médecine traditionnelle. D'accord. Docteur, certains pays africains commencent à breveter des remèdes traditionnels. Est-ce que déjà c'est une bonne manière de protéger notre patrimoine médical? Je pense que oui. Bien sûr, parce que je vous donne un exemple, l'ashwagandha. Je ne sais pas si tu connais. Je connais pas. Alors l'ashwagandha, maintenant c'est un trend. Je vais parler comme les jeunes. C'est une trend, c'est une plante d'origine chinoise qui fait partie de la phytothérapie. C'est une plante qui aide l'organisme à répondre au stress mental et physique. D'accord. Donc ça réduit le stress, ça augmente la fertilité chez l'homme, ça réduit un peu l'insomnie, ça diminue le cortisol. Je pense que j'ai déjà vu un truc parler de ça, un documentaire, un truc du genre. Oui, actuellement ça m'échappe. Fait du buzz parce que c'est très consommé dans les populations occidentales. D'accord. Soit en forme de poudre, soit en forme de médicaments. D'accord. C'est pas donné, hein. Les prix, c'est à partir de peut-être $10, $15. Quand même. Mais c'est des produits, c'est une plante d'origine indienne qui est maintenant fait la trend en matière de gestion de stress physique et mental. D'accord. Donc pourquoi pas en Afrique trouver une plante qui a beaucoup de vertus sur la santé. D'accord. Maintenant j'aimerais finir avec cette question, docteur. Vous savez, beaucoup de familles hésitent entre aller voir un tradipraticien ou un médecin. Comment peut-on maintenant sensibiliser les populations à faire les bons choix?
Alors, ce qu'il faut faire, c'est que c'est le rôle des praticiens aussi. Si c'est des petits bobos, j'ai dit, une douleur abdominale, une diarrhée, une toux, etc., le praticien peut s'en occuper en donnant quelques plantes qu'on connaît très bien, qui n'ont pas d'effet secondaire, qui vont aider la population. Maintenant, au praticien aussi de dire, ça me dépasse. Qu'il y a des signes importants, si la personne, elle a maigri plus de 10%, elle a perdu plus de 10% de son poids du corps, si elle est malade de plus de 2 mois, si elle a beaucoup de maladies chroniques, voilà. Là, vaut mieux passer la main. Quand ça dépasse, il faut le dire. Voilà, il faut leur dire, ça c'est trop compliqué, il faut aller dans un hôpital. J'ai vu 2-3 pathologies en même temps, ou parfois c'est urgent pour sauver le patient. Imagine qu'il fait une appendicite. Vous savez, si on fait une appendicite, on a beau prendre toutes les plantes du monde, il faut qu'il y ait une intervention chirurgicale. C'est normal. Sinon, on va en mourir. Donc, c'est au praticien aussi de sensibiliser les patients, de leur dire, ça me dépasse, il vaut mieux aller à l'hôpital. Ça, je peux traiter, c'est des bobos, je vais te donner quelques plantes. Mais aussi, ça c'est le rôle de l'État aussi, de développer le côté scientifique de la médecine traditionnelle. Il faut pas la négliger, il faut pas la rejeter. Même les médecins tout court, les adeptes de la médecine moderne, faut pas qu'ils disent que la médecine traditionnelle il faut pas la dénigrer, c'est pas vrai, etc. Voilà. Faut pas la dénigrer. Il faut travailler ensemble. La Chine, c'est le meilleur exemple. Il faudrait qu'on s'en inspire. D'accord, docteur. Je vous ai dit que j'allais fermer avec cette question, mais j'ai une autre question qui m'intrigue. Bon, d'abord pour nos auditeurs, il faut savoir que certaines pratiques, comme le docteur vient de le dire, certaines pratiques traditionnelles sont bonnes, certaines sont dangereuses, comme les sacrifications, ou plutôt scarifications, ou certains rituels. Oui. Mais docteur, moi j'ai une question qui m'intrigue un petit peu, une question pour finir avec, parce qu'on n'a plus le temps. Comment voyez-vous l'avenir de la médecine traditionnelle en Afrique, par exemple, on va dire dans les 20 prochaines années? Notre avenir, on est obligé de cohabiter, on est obligé de ne pas oublier cet héritage, parce que la médecine moderne, avec tous ces moyens, a prouvé qu'on a toujours besoin de la médecine traditionnelle. On peut trouver toujours des trésors enfouis. Je te donne un exemple. Actuellement, il y a des études qui prouvent que boire de l'eau, c'est-à-dire quand on est assis, c'est beaucoup mieux que quand on est debout. Oui. Et ça, on le connaît en islam depuis 14 siècles. Oui, c'est la sunna, comme on dit. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Parce que la médecine traditionnelle chinoise, elle est aussi spirituelle. Et il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Donc, l'idéal, vous savez, le citoyen africain est spirituel, est très attaché, malgré les conquêtes, le colonialisme, etc. Ils ont pu garder leur tradition. Il faut respecter ça. Il faut juste moderniser, donner plus de moyens, pour mieux protéger la santé des citoyens. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Ilyes Akhamouk. Je rappelle que vous êtes infectiologue. Merci pour cet éclairage sur la médecine traditionnelle africaine entre héritage et modernité. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, la médecine traditionnelle n'est pas seulement un vestige du passé, c'est aussi une ressource d'avenir, à condition qu'elle soit encadrée, étudiée et valorisée. C'était Santé Mag Afrique avec Samar Hamadi, Ilyes Akhamouk. À très bientôt pour une nouvelle édition sur Afrique FM.